Bonjour. Bonjour Alain. Alors, on recommence une nouvelle session, une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait parlé ensemble de la carte du monde, de notre carte du monde. J'avais bien compris que c'était un concept très important et c'est pour ça que tu avais passé du temps à l'expliquer. On va voir si j'ai compris. Je te fais un résumé, je te fais une phrase de synthèse et puis après tu me corriges, tu me rectifies avant qu'on aborde le sujet du jour. Alors justement, c'est intéressant parce que les sujets du jour, c'est les croyances. Hein, c'est bien ça. Mais alors Exactement. justement, en quoi, en quoi la carte du monde, c'est différent des croyances? Est-ce que la carte du monde, c'est un agglomérat de croyances ou c'est autre chose? Parce que finalement, j'allais dire dans ma croyance, dans ma perception, croyances et carte du monde, ce sont des filtres qu'on utilise pour euh, distordre notre perception du réel. En quoi c'est différent? Est-ce que c'est à différents niveaux? Est-ce que l'un est l'agglomérat Ouais. de l'autre? Bon, allez, je te Ouais. laisse répondre. Oh, allons-y. En fait, cette carte du monde, oui, c'est important de revenir dessus, Alain, mais tu as à peu près tout pigé. C'est que une carte, ça définit un territoire. Donc, chacun d'entre nous a son propre territoire. Donc, 7 milliards et demi d'individus, 7 milliards et demi de territoires. Ce territoire, il se compose dans notre offense par le phénomène de mise en mémoire des événements, qui est lié au seul facteur de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, c'est comme de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il va y avoir des émotions positives et des émotions négatives. Voilà. Il y a un très bon film que j'invite d'ailleurs chacun à aller voir, qui s'appelle Vice Versa, qui explique ça parfaitement bien avec des métaphores de petites billes, qui seraient comme si nos cinq sens, quand nous vivons partons ce matin sur une émotion positive. Quand nous vivons une émotion positive, eh ben, nos cinq sens visuels, auditifs, sensitifs, etc., sont collés, sont comme agglomérés par le niveau émotionnel. Et quand la charge émotionnelle est assez puissante, eh bien à ce moment-là, cette petite bille, elle va rester. Ça, c'est ces éléments-là, comme les petits cailloux forment un jardin, un parc, etc. C'est ces éléments-là, expérientiels donc, qui constituent notre carte du monde. Et bien entendu que dans ces expériences-là, dans tous ces instants de vie, bah, en fait, nous passons nos journées enfants, parce que tout s'est fabriqué avant 10 ans. On dit l'âge de raison, c'est à partir de 7 ans. C'est-à-dire que nous raisonnons au sens de la résonance de 0 à 7. Et tous ces éléments-là, la façon dont les parents, la famille, les adultes interagissent à tout ce qui se passe, vont faire que, à travers mes cinq sens, ma sensorialité, rappelle quand même de la dernière fois qui est très très limitée, hein, une espèce très incapable hein, par rapport à d'autres mammifères de plein de choses, on perçoit très peu les choses, et bien en fait on va chercher à le défendre ce territoire. Et comme naturellement nous distordons les choses, nous les généralisons. Hein. Alors généraliser peut-être pour expliquer en deux mots, c'est une fois que vous savez faire du vélo sur un vélo, vous savez faire du vélo sur tous les vélos. Une fois que vous savez ouvrir une poignée de porte, vous savez toutes les ouvrir. Mais une fois que j'ai peur des chiens, tous les chiens me font peur. C'est-à-dire, c'est toujours les deux côtés les deux côtés de la même pièce, de la même expérience. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais généraliser, donc on vient de le voir, je vais distordre. Hein. Alors la distorsion, pour tout le monde, c'est quelqu'un me regarde alors que j'arrive à 9h10 au boulot, bah, je vais interpréter son regard comme étant t'es en retard de 10 minutes. Alors que si ça se trouve, il est dans ses pensées en train de réfléchir à quelque chose qui lui prend la tête, et il n'était absolument pas en train de me regarder. Mais je vais interpréter, je vais distordre les choses. Et bien entendu, si je pense, par exemple, que dans ma vie, il m'arrive que des bonnes choses, et ben je vais observer dans ma vie ces bonnes choses-là, et je vais omettre ce qu'on appelle, c'est-à-dire je vais évacuer de mon champ de carte, de ma carte, toutes les choses qui pourraient, qui n'y ont pas leur place. Et en fait, si tu veux, si vous voulez, imaginez que cette carte, en fait, les barrières de cette carte sont comme des espèces de grandes colonnes d'énergie, de grands champs d'énergie, et ce sont nos croyances. C'est-à-dire que tous ces programmes, parce que ce sont des programmes, en fait, vont autoriser que les choses entrent ou pas. Si elles sont à moitié bien, bah, on va les autoriser d'entrer pour les transformer un peu, qu'elles puissent entrer. Si elles sont très différentes de ce à quoi je crois, bah, ça va être automatiquement rejeté. Et si ça correspond à ce que je suis, bah, ça va rentrer sans aucun problème. C'est une métaphore simple pour que tout le monde comprenne bien. C'est alors les messieurs achetaient un costume, les dames allaient acheter une robe. Donc vous rentrez dans une boutique, vous allez essayer une robe pour vous mesdames et un costume pour vous messieurs. Si ça vous va bien,
bah, vous allez le garder. Il n'y a pas de retouche à faire, ça vous va bien. Vous dites, OK, super, j'achète ma robe, j'achète mon costume. Parfait. S'il y a besoin de faire une retouche, donc là, je vais distordre. Donc, bah, le monsieur va se faire une retouche sur son costume et la dame sur sa robe. Mais si vous vous trouvez moche à souhait avec cette robe ou avec ce costume, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez dire non. Voilà, donc c'est pour que chacun comprenne bien métaphoriquement ce qui se passe dans notre esprit, certains diront dans notre tête, c'est que les événements qui se produisent, les interactions à toutes les choses, les dates, les lieux, les instants de vie, etc., vont faire que je vais activer automatiquement ce système de croyance. Je reviens rapidement sur ce que tu as dit au tout début. J'ai eu l'impression de capter quelque chose d'important, c'est pour ça que j'insiste. Dans la formation de la carte du monde des croyances, tu sembles dire que ça se fige très tôt dans l'expérience, dans l'existence. Alors, si c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu décourageant? C'est-à-dire que tout se joue avant 10 ans. Et après, on a une carte du monde et des croyances irréversibles. L'expression parfaite de ta croyance, alors. C'est-à-dire que, et nous sommes nombreux à la partager. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes nombreux. J'ai un de mes amis, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit oh ben non, Arnaud, tu vas pas me reparler encore de l'enfance. Parce que lui, pour lui, dans son monde, son enfance était une vraie galère. Et objectivement, c'était pas une partie de plaisir. Oui, mais ça nous forge. Enfin, je veux dire, de la même façon que notre culture nous forge. Je veux dire, c'est le fait de naître au milieu de l'Afrique noire va engendrer une culture différente que si on est au milieu de l'Europe ou si on est au milieu de l'Asie. Je veux dire, c'est pas une découverte. Je ne formulerai rien de bien intelligent, c'est juste de l'observation. Donc, oui, c'est par là que ça se passe. Oui. Ouais. D'accord. Alors, il y a un autre élément qui me titille dans ce que tu nous, nous présentes, c'est qu'on est avec des perceptions limitées, on y ajoute des filtres. Qu'est-ce qui reste de la réalité dans tout ça? Grande question que la physique, l'astrophysique, les gens qui sont des amoureux de l'esprit et qui fouillent, disent à peu près tous la même chose. Ce que nous percevons, la carte, n'est pas le territoire. C'est-à-dire que si nous mettions tous dans la peau d'un chat ou d'un autre mammifère, choisissez celui que vous voulez, nous percevrions des choses complètement différentes du même environnement et nous interagirions différemment avec ce qui se passe. Donc, nous avons tous, déjà les humains, un niveau de réalité qui est nécessairement étroit par la capacité sensorielle qui est la nôtre, et ensuite notre système de croyances qui provient de notre culture, de notre famille, etc., va faire que nous allons interagir sans arrêt à ce qui se passe dans la journée par des programmes qui se fabriquent dans l'enfance. Et tu disais tout à l'heure, oui, mais est-ce que c'est pas un peu désespérant? Bah, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système de croyance qui dit, eh, bon sang, je vais me traîner ça toute ma vie, et c'est comme ça. Bah, si c'était le cas, le job de l'hypnothérapie, le job de psychothérapie, etc., n'existerait pas. Je veux dire, tous les accompagnements de développement de soi n'existeraient pas. Donc, bien sûr que ça peut évoluer. Mais l'objet de ma vidéo, là, c'est de partager avec chacun, que chacun se fasse un moment, une petite introspection, en détectant ses croyances, on en parlera certainement, et puisse se dire, ok, mais est-ce que cette croyance-là, c'est vraiment la mienne en tant qu'homme adulte? Si je pars du principe que moi, Arnaud, j'ai fabriqué mes croyances avant 10 ans, et qu'à un moment, je dis n'importe quoi, je passe mon temps à m'enguirlander avec mes voisins, ou je supporte pas les gens quand je suis en voiture, ou je supporte pas les gens, bah, en ce moment, je supporte pas les gens qui mettent des masques, ou au contraire, je supporte pas les gens qui n'en mettent pas. Bah, en fait, tout ça, ça me rend grognon, quoi, hein, pour le faire rapide. De la même façon que de temps en temps, parce que toutes les croyances ne sont pas limitantes, là je viens d'exprimer des croyances limitantes, c'est celles que je vous invite de détecter parce que en vous, ça vous met grognon, hein, donc c'est votre corps qui vous fait ça, ça parle fort dans votre tête, ça vous énerve, ça serre la gorge, ça serre le ventre, etc. Mais de l'autre côté, il y a des croyances qui sont magnifiques. J'ai un ami entrepreneur, lui, dès qu'il a une idée, il ne doute en rien du fait que ça va réussir.
Résultat, dès qu'il la met en œuvre, bizarrement, elle réussit. C'est-à-dire, il y a une phrase qui est très jolie, et j'invite chacun à l'écouter tranquillement, c'est la théorie détermine l'observation. Cette phrase est Ah oui. attribuée à Einstein. La théorie détermine l'observation. C'est super intéressant à piger. Ça veut dire que la théorie que j'ai, c'est ce à quoi je crois, va déterminer ce que je vois dans la vie. Alors je vois, j'entends et je ressens, parce qu'en fait c'est un verbe générique. Voir. Et c'est-à-dire que, je prends mon exemple personnel, quand nous avons eu, quand mon épouse était enceinte de notre 4e enfant, j'avais très très envie d'avoir cette 4e, et il y a une chose qui était assez amusante, c'est que toutes les femmes que je croisais dans la rue étaient enceintes. Ah oui. Et oui, mais si on pousse à l'extrême, on va aller jusqu'à quelque chose qui est très connu, nous, dans le monde chrétien, judéo-chrétien occidental, euh, c'est saint Thomas. C'est-à-dire, je ne vois, je crois ce que je vois. Mhm. C'est-à-dire, je vois quelque chose, donc je le crois. C'est-à-dire que c'est toujours ça. C'est-à-dire, la théorie va déterminer l'observation. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est le contraire. Je ne vais pas faire un cours de physique quantique, ce n'est pas l'objet, surtout qu'il y a des gens plus calés que moi pour faire ça, mais c'est quelque chose de très simple. En fait, en physique quantique, on sait très bien que c'est l'observateur qui va produire le résultat. Donc, c'est exactement l'inverse de saint Thomas. C'est-à-dire que quand je dis la théorie détermine l'observation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce à quoi je crois va donner un résultat. Alors qu'on nous a enseigné le contraire. Oui, et c'est bien pour ça d'ailleurs que la théorie quantique, dont tu ne fais aborder qu'un aspect là, est si difficile à comprendre et même à croire, sans jeu de mots, parce Sans qu'elle jeu de va mots. à l'encontre Et oui. euh, de plein de choses. Je voudrais revenir aussi sur un élément, c'est pas une digression, à mon avis, ça peut être important, élément que tu as présenté tout à l'heure, quand tu donnais l'exemple de j'arrive à 9h10 et quelqu'un me regarde et je pense qu'il souligne le fait que je suis en retard. Ça m'évoque terriblement les accords Toltec qui disent entre autres ne prenez rien pour vous. Et Mhm. c'est un de nos problèmes, c'est qu'on n'arrête pas de projeter par rapport à son propre ego. C'est-à-dire qu'au contraire, on a tendance à tout prendre pour nous. Oui, mais l'ego, si on le prend tel qu'il est, dans le branchement cérébral, il est en bout de chaîne. C'est-à-dire que ça fait déjà, symboliquement, un quart d'heure que la croyance a déjà réagi. Il faut comprendre un truc au niveau de l'inconscient, parce que c'est là où siègent tous nos programmes, les croyances étant des super programmes, c'est-à-dire que c'est l'instantanéité de la réaction. Si vous voulez, pour que chacun nous comprenne, c'est le coup de volant ou le coup de frein pour éviter un enfant sur la route. C'est la langue des oiseaux va dire réfléchir, mais il faut entendre réfléchir comme la réflexion, et la réflexion, c'est la lumière. C'est Mhm. 300 000 km/s. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instantanéité. C'est très important de comprendre ça. Et moi, j'invite chacun à détecter à la fois ces belles croyances, c'est-à-dire les endroits où dès que vous entreprenez quelque chose, pour vous, ça va de soi, ça va fonctionner. Donc, mesdames, je sais pas, ça peut être on vous embelle pour recevoir des amis, ça peut être vous, les garçons, si vous aimez faire la cuisine en cuisinant, vous n'avez aucun doute que ça va fonctionner. Donc, quand vous prenez votre voiture, vous n'avez aucun doute que voilà, ça va bien se passer, vous allez trouver de la place, voilà, il y aura peut-être un peu d'embouteillage, mais globalement, ça va bien se passer. Ça, toutes nos croyances positives. Et c'est important de les détecter parce que dans notre monde occidental, on est toujours persuadé qu'on est nul, qu'on est mauvais, qu'on n'arrivera jamais à rien. Non, faites le tour des croyances positives. Et vous allez voir, il y en a des collections. Prenez un petit bloc là, et puis commencez à noter vos croyances positives. C'est-à-dire les choses que vous faites sans douter. Et à contrario, faites aussi la liste, mais évitez de commencer par cette liste de négatifs, parce qu'on a tous, c'est certain, besoin et envie surtout de travailler sur soi, ce qui est déjà curieux, parce que c'est pas sûr, c'est plutôt dedans qu'on bosse, mais de se développer, on va dire, de se déployer. Donc effectivement, à un moment, il va falloir qu'on appréhende ces croyances, encore une fois, fabriquées dans l'enfance, pour les transformer. La chenille, le cocon, le papillon. Et je vous invite surtout de ne jamais juger. C'est-à-dire que quand vous vous énervez sur un truc parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous politiquement, religieusement, sur sa façon de conduire, de s'habiller ou de parler, genre par exemple tous les parents avec les ados, je vous encourage à faire la part des choses. C'est-à-dire que
arrêtez de croire que c'est vous qui réagissez et prenez 2 secondes de recul en disant « Ok, là, je réagis comme on m'a appris à le faire dans l'enfance. » J'ai eu une consultation il y a 10 jours qui était très intéressante pour ça, où le monsieur, on parlait des masques. En ce moment, tout le monde met des masques, et puis il y a ceux qui en mettent et ceux qui en mettent pas. Et le monsieur disait, mais c'est quand même insensé que les gens se promènent sans masque, c'est non civique, etc. etc. Et c'était vraiment critique chez lui, parce que ça le rendait grognon, et quelque part, ça revenait à bosser, non pas sur le fait que les gens portent des masques, ce qui est secondaire, mais ça revenait à bosser sur le fait qu'ils s'énervent et qu'ils partent en vrille sur des choses aussi rapides. Bah, au bout de même pas 5 minutes d'hypnose, quand je l'ai invité à aller rechercher dans l'enfance, qu'est-ce que ça évoquait pour lui? Quelle évocation était en dessous? C'est-à-dire, quelle était la racine de ça? Et ben, il s'est rendu compte que dans sa famille et les souvenirs qu'il avait enfance, donc les souvenirs d'enfance, on se souvient chacun, c'est la petite vie, c'est-à-dire le niveau émotionnel est tel qu'on enregistre le fichier. Et en fait, il avait appris à obéir. Et donc, il a réalisé que il s'agit non pas de désobéir, parce qu'il a fait sa mise à jour de sa croyance, hein, on est d'accord, c'est une stupidité de penser qu'on passe de noir à blanc. Être un homme libre, et je mets H majuscule pour les dames, hein, soyons clairs, être un homme libre, c'est qu'il y a le noir, il y a le blanc, et c'est être libre de circuler une réponse entre les deux qui me convienne à moi, avec laquelle je suis aligné. Et donc, en fait, lui, il a décidé de continuer d'obéir, et à sa façon, à lui, d'homme adulte. C'est un homme qui avait une 50aine d'années, c'est-à-dire cesser d'obéir comme un petit garçon. C'est donc l'accès au libre arbitre, hein. On ne va pas faire un cours de philo aujourd'hui, mais c'est l'accès à son vrai libre arbitre, c'est-à-dire que je me réapproprie ma croyance, ma façon d'enclencher quand on m'invite à faire les choses de telle façon. Et en fait, l'idée, c'est de la redéployer, parce que ce serait une erreur de penser qu'on prend quelque chose et qu'on le détruit. Je rappelle à chacun d'entre vous que la chenille se déstructure totalement et que 100% des éléments de la chenille deviennent un papillon. Donc, quand tu prends une croyance d'enfance, je dois obéir, c'est-à-dire de façon aveugle, hein, parce qu'enfant, on fait tous ça, tous, il n'y a aucun contre-exemple à ça. Ou alors on s'y oppose, ce qui revient à dire j'obéis à ma croyance, qui est de dire non systématiquement. Donc en fait, on est piégé. Donc c'est cette idée que de prendre sa croyance et de l'aider inconsciemment, hein, donc via l'hypnose, etc., à se déployer pour être une croyance adulte avec laquelle je suis en paix. Parce que la réponse d'une croyance qui a cessé d'être limitante, c'est que la carte du monde grandit et les défenseurs de la carte du monde deviennent plus tranquilles. Pour en revenir à ce que tu nous suggérais tout à l'heure, fort justement, de faire la liste de nos croyances. Donne-nous des éléments utiles pour qu'on soit capable de les identifier, parce que c'est pas si facile de faire une énumération de nos croyances, parce que il y a un côté un petit peu limitatif, c'est-à-dire que je ne veux pas admettre que c'est des croyances. Ben oui, et très souvent d'ailleurs, je fais remarquer, comme je t'ai fait tout à l'heure en jouant, c'est si je ne veux pas admettre que c'est une croyance, ceci est une croyance. Oui. Et oui, c'est-à-dire que j'invite chacun à faire un état des lieux paisible, hein, on est bien d'accord sur le mot, hein, tranquille, zen. Les grands, on va parler des croyances limitantes, parce que je vous invite vraiment aussi, de l'autre côté, à aller chercher toutes ces croyances avec lesquelles dont vous ne vous rendez jamais compte, parce que quand vous entreprenez quoi que ce soit, ça peut être organiser un dîner de copains, aller faire un footing, ou vous balader avec vos enfants, ça se passe naturellement. Donc si vous devez faire une liste de vos croyances qui fonctionnent, c'est-à-dire qui ont été mises à jour, c'est-à-dire qu'elles sont passées de la chenille croyance papillon, de la chenille croyance enfance, pardon, à la croyance adulte papillon. Et ben, prenez tous ces moments où vous vivez les choses avec tranquillité d'esprit. Voilà. Et là, faites la liste. Parce que vous allez voir vous renforcer. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a de l'espoir, vous allez voir que vous êtes capable, et vous allez voir qu'en fait, vous méritez tout ça. Et donc, je suis en train de définir quelque part, à travers ce mot espoir, capacité et mérite, les 3 grandes familles de croyances qui sont limitantes, c'est-à-dire celles qui vont nous rendre grognons symboliquement, qui vont faire qu'on va s'enguirlander avec le voisin, qu'on va se fâcher avec quelqu'un qu'on aime, et que on va même être capable de rompre une amitié pour une broutille.
Et c'est ensuite que l'ego va intervenir, parce que l'ego, lui, refuse d'avoir tort. Donc, c'est en dehors du champ de croyance. L'ego, on pourra peut-être faire une vidéo sur l'ego d'ailleurs. L'ego, c'est encore autre chose. Lui, il arrive après en disant, mais il est hors de question que je perde la face, c'est moi qui ai raison, blablabla. Bla, bla, bla. Mais mettons ça de côté. C'est-à-dire, allez chercher dans vos croyances limitantes, allez chercher, je vous inviterai par la sensorialité. C'est repérer sur les 3, 4, 5 derniers jours, et puis sur les jours qui viennent, tous les moments où quelque chose vous met grognon. C'est-à-dire le plexus qui se met à brûler, le ventre qui vrille, la tête qui crie, la gorge qui serre. Voilà. Partez juste de la sensorialité. Et écoutez aussi ce petit dialogue intérieur. Donc ça, c'est une deuxième sensorialité qui est celle de je m'entends parler. Quand vous vous dites dans votre tête, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, etc. Par exemple, la croyance type dont on finit par faire un verbe, c'est procrastiner. J'ai tenté de faire rigoler tout le monde, c'est crastiner à un niveau professionnel, procrastiner. Donc l'idée, c'est de l'amener à un niveau amateur. La procrastination, c'est dire l'inconscient s'interdit de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, par peur de l'échec. Donc vous la voyez, vous l'entendez, la croyance en dessous. Si je fais ça, je vais me planter. C'est dommage, parce que les gens devraient entendre, planter, c'est pousser. OK ? Alors, excuse-moi, mais là, j'ai l'impression qu'on touche du doigt quelque chose de très important, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi qui détermine je vais être capable de faire ceci ou je ne vais pas être capable de faire cela. Est-ce que j'extrapole quand je dis que la confiance en soi, c'est en quelque sorte une somme de croyances positives ou négatives qui va déterminer le niveau de confiance en soi qu'affichent les individus? Ou je Alors, suis à la c'est place? une grande séance, la confiance en soi. C'est presque la séance qu'il faudrait que la Terre entière fasse. Oui, mais Si on écoute les mots sait combien que c'est tu important. emploies, oui, pardonne-moi, là, je t'ai coupé. Non, je disais, on sait combien c'est important Oui, dans sauf la que si capacité. on écoute la langue, confiance en soi, ça veut rien dire. D'accord. Bon. On appelle ça des généralisations nous, dans notre des nominalisations, pour être très précis. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais si on part en dessous, parce que vous avez bien compris qu'en hypnose, on va chercher, c'est la source, c'est la petite racine. Procrastiner, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de l'échec. En fait, dans le manque de confiance en soi, vous allez retrouver des croyances qui font que dès que j'entreprends quelque chose, je me ramasse, j'y arrive pas, je suis nul. Dès que je fais quelque chose, les autres me regardent comme si j'étais un demeuré. Et donc, vous allez avoir toute une série d'interdits, de croyances qui font que ceci, j'en suis incapable, ceci m'est interdit, Mhm. ceci, je ne suis pas au niveau de faire ça, qui font que du coup, mon réservoir de confiance passe son temps au minimum à jamais se remplir ou à se revider aussi vite qu'il commence de se remplir. Et donc, quand on travaille la confiance en soi avec un patient, en fait, on va toujours chercher la croyance qui est en dessous et qui est la croyance qui effectivement nous limite, c'est-à-dire que nous refusons d'aller mettre les pieds dans une situation qui va nous coûter plus cher qu'elle ne pourrait nous rapporter. Mhm. Résultat, en conséquence de quoi ? Je manque de confiance en moi. Est-ce qu'on peut identifier, comment dire ça, des espèces de grandes familles de croyances limitantes? Là, tu évoquais par exemple la capacité à faire. Mhm, mhm. Il y aurait également des croyances limitantes dans la capacité à aimer, dans la capacité à Ouais, être. généralement, on fait trois grandes catégories. Celle autour de l'espoir, c'est je suis trop vieux. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui fait que il n'y a pas d'espoir. Quoi. C'est la vie de toute façon. C'est on meurt tous à la fin. À quoi ça sert tout ça Enfin voilà, ça c'est une grande catégorie. Mais si on veut faire des catégories, parce que nous en hypnose, on n'est pas des grands fans de catégories, parce que l'inconscient est un cerveau qui globalise les choses. Donc on Mhm. pourrait dire qu'au final, l'inconscient, il y a une catégorie, il y a tout dedans. Donc voilà, c'est très ouais, c'est un hologramme, si on devait faire ça rapidement. Après, bien sûr, on a toutes ces notions de capacité. J'en suis pas capable, j'y arriverai jamais, enfin, etc. Donc, tout ce qui fait que je pense que dès que je démarre quelque chose, c'est voué à l'échec. Et puis, il y a toutes les choses je mérite pas dans la vie, parce que je suis gros, je suis moche, je suis stupide. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, c'est perdu d'avance. Mais ça, c'est pour faire des grandes familles. Mais je vous invite vraiment à vous retourner sur vos sensorialités et sur votre dialogue quand vous entreprenez quelque chose. Ça peut être, je pense à un de mes amis, dès qu'il bricole, c'est une catastrophe.
Et comme la théorie détermine l'observation, comme dès qu'il a quoi que ce soit à changer, même une ampoule, ça se finit en galère. Parce qu'il est persuadé, il a la croyance que dès qu'il va mettre les pieds dans le bricolage, et ben en fait, automatiquement, bah, ça va donner une catastrophe. Ce que j'entends en t'écoutant, c'est que quand tu dis par exemple cet ami, il est persuadé qu'il n'est pas bon en bricolage, on imagine qu'il ne s'agit pas d'un dialogue intérieur où il y a une petite voix qui lui rappelle dès que tu as un Oh marteau que en main, si, ça va ça mal. vient en plus, ça vient en plus, c'est comme des Legos, ça vient s'imbriquer. La croyance, elle parle pas en fait, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est vraiment un champ d'énergie qui filtre derrière notre sensorialité. Mhm. Et ensuite, on va se retrouver avec le petit personnage dans notre tête, hein, qui est bien connu parce qu'on l'a tous, enfin, voir qu'on t'entend, on en a plusieurs, sans faire de schizo, hein, je vous rassure. Et ce petit personnage va nous dire que bah, on n'y arrivera pas. C'est Bah, un c'est pas la peine saboteur. que. Oui, c'est ça, c'est pas la peine que j'y aille, je suis trop nul. Bah, ça va encore donner une catastrophe. Donc, donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la croyance, elle agit, elle est stockée au niveau inconscient, mais de Mm. temps en temps, elle remonte jusqu'au niveau conscient. Bah, c'est-à-dire qu'elle remonte consciemment, non pas en tant qu'explication, mais parce que le conscient, c'est quand même notre cerveau de détail, c'est le cerveau de l'intelligence, de la perception fine des choses. Nous nous rendons tous bien compte que à chaque fois que je monte dans ma voiture, je m'énerve. À chaque fois que je sais pas, je parle à mes voisins, je change de mon attitude. Dès que j'anime une réunion, je commence à me taire parce que j'ai la croyance que je vais dire des âneries ou que les autres vont me juger. Enfin, on s'en rend bien compte sensitivement. Et ce qui est extraordinaire avec une croyance, c'est que n'importe quoi de conscient, n'importe quelle preuve va venir enrichir la croyance. J'ai raconté une petite Oui, histoire, c'est pour que chacun comprenne. C'est l'histoire d'un jeune et brillant psychiatre qui finit ses études, une petite trentaine d'années, et qui choisit le plus bel hôpital psychiatrique parce que voilà, il sort. Je la raconte un peu, voilà, hein, un peu comme avec un peu de légèreté. Donc il sort major, c'est le meilleur de tous, il choisit le plus bel hôpital, et bien entendu, tous les vieux poils gris comme nous deux, voyant arriver ce jeune, brillant jeune homme, lui savonne sa planche en disant il va pas nous fatiguer, nous pomper l'air, lui. Donc il lui prépare un joli bureau, tout, et il lui met sur son bureau les pires cas de l'hôpital. 3 ans plus tard, il a pris la direction de l'hôpital, et alors qu'il prend un petit déjeuner tranquille avec son épouse, il dit ah chérie, je suis quand même assez content de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Là, franchement, j'ai pu vraiment déployer tout ce à quoi je pensais en psychiatrie, etc. Ça a bien aidé des patients, etc. Par contre, j'ai un mec à qui j'y arrive pas. Et son épouse lui dit ah bon, t'as eu un patient à qui tu n'y es pas arrivé? Il dit bah oui, c'est un monsieur, il s'appelle Maurice. Alors, il est très curieux parce que Maurice, c'est le seul patient de l'hôpital qui a ses clés de sa chambre. L'épouse dit tu laisses les clés de la chambre à un malade dans un hôpital psychiatrique. Il dit ouais, ouais, parce qu'en fait, il n'est pas du tout dangereux. Hein. C'est qu'il se prend juste pour un cadavre. Il est persuadé qu'il est mort. Et sa femme le regarde, il dit mais t'as fait quoi pour lui? Oh, j'ai tenté 2, 3 trucs, mais ça ne servait à rien. Bah, tu lui as demandé s'il saignait. Là, le médecin regarde sa femme et dit oh, chérie, c'est génial, j'avais pas eu l'idée. Oh, je vais faire ça, etc. Donc, il arrive à l'hôpital, il se précipite à la pharmacie de l'hôpital, il va chercher une seringue, il la met dans sa blouse. Et puis, bon, voilà, le premier jour, il voit pas Maurice. Et puis, le deuxième jour, il croise Maurice dans les couloirs. Bonjour Maurice, ça va aujourd'hui? Oui, docteur, et vous? Bah, très bien. Toujours mort aujourd'hui? Bah, bien sûr, docteur. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas changer, ces choses-là. Dites-moi, Maurice, ça sève, ça saigne un cadavre? Vous allez bien, docteur, ce matin? Ah, attendez, vous me prêtez votre index, Maurice, s'il vous plaît? Alors, Maurice tend son index, l'autre, il sort sa seringue en vitesse, il pique le doigt de Maurice, il appuie sur le doigt, il y a une énorme goutte de sang, et Maurice, il regarde son doigt comme ça, et puis il fait grand Dieu, docteur, les cadavres saignent! Voilà. Et donc, cette magnifique histoire qui est contée par un des grands spécialistes dans les thérapies brèves des croyances qui s'appelle Robert Dills, cette magnifique histoire explique parfaitement bien que t'as beau expliquer à quelqu'un, ou il a beau se l'expliquer consciemment, qu'un chien, ça mord rarement, que ça n'a aucune raison d'engendrer une peur panique chez toi, sauf que ta croyance, c'est que ce machin-là va t'attaquer. Donc, tu vas
Tu as beau toute la journée te dire, mais arrête d'avoir peur, il est tout petit celui-là, il est de l'autre côté du trottoir, il y a 4 files de voitures. Et ben néanmoins, dedans toi, la croyance est déjà en train de s'activer, qui fait que tu transpires, tu es malheureux, etc., etc. Donc, c'est juste pour partager, rien de concret, de consciemment concret, ne peut venir contrer, reprogrammer, activer je passe de chenille à papillon pour ce qui est d'une croyance. Mais alors, attends, d'un côté, tu nous dis que c'est figé, de l'autre côté, tu nous encourages à les lister. Tu nous proposes même un exercice pratique d'être toujours à l'écoute, d'essayer de détecter quand ces croyances entrent en action, c'est-à-dire à peu près tout le temps, de façon à pouvoir justement les identifier, les lister, etc., etc. Mais pourquoi faire puisque on va pas pouvoir intervenir dessus. Alors là, Bah, tu vois, d'ailleurs c'est... là, est-ce que j'ai pas exprimé une croyance là à l'instant? Bah, si, mais tu viens d'exprimer une croyance, c'est-à-dire que c'est là où l'hypnothérapie est une grande aide, c'est là où la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est une matière qui est née de l'hypnose et qui permet de prendre symboliquement une empreinte digitale de l'esprit et donc de comprendre les fonctionnements qui sont à la manœuvre et de proposer des stratégies au patient pour modifier sa croyance. C'est-à-dire que tant que la vie fait changer les choses, donc j'invite chacun d'entre nous à prendre conscience de ça. Mais les grosses croyances limitantes que nous avons, elles ne changent pas toutes seules. C'est très rare que la vie vienne nous mettre face à quelque chose qui fait que d'un seul coup, paf, la croyance, c'est rarissime. Donc c'est vrai que c'est aussi une invitation à un moment à détecter les quelques croyances limitantes qui gâchent sa vie et ensuite se faire accompagner pour changer. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est très plein d'espoir. C'était à la fois, on vient de partager comment ça se fabriquait, comment on les détectait, comment ça nous permet d'interagir avec tout, et celles qui vraiment vous limitent, hein, parce que c'est leur petit nom, nous, qu'on utilise, ces croyances limitantes, celles qui vous limitent, eh ben, allez les bosser. Ou pas, d'ailleurs, hein, chacun est libre. Hein. Est-ce que les crises personnelles ou sociétales aident à entamer une croyance? Bah, ce qui nous arrive en ce moment secoue le système de croyance de tout le monde. Hein. Oui. De tout le monde. C'est-à-dire que quand ça le secoue, c'est à la fois, il y a plein de belles choses, donc ça, c'est toutes les croyances qui, elles, ont déjà évolué, sont passées à la version 3, 4, 5, 6, etc., et rendent les gens heureux. Et puis, ça active les croyances limitantes des gens. On parlait de cette expérience du masque avec mon patient, mais bon, voilà, regardons chacun autour de nous, en famille, dans la rue, dans l'entreprise, comment ça fonctionne. Et, et surtout, ça vite le fait de détecter, de faire ce petit travail, d'aller chercher ses croyances limitantes et ses croyances magnifiques, ça va vous permettre aussi d'entendre la croyance qui s'exprime chez l'autre et d'arrêter de croire que c'est lui. Mhm. C'est vachement important ça, parce que ça évite de s'énerver de la même. Ça va permettre de baisser l'intensité d'énervement, de grognon, etc. C'est important ça. Bon, bah, c'est sûr que si on réalise que les autres reposent sur les mêmes mécanismes Oui. que ceux qu'on vient de découvrir chez soi, Ouais. ça aide. Alors, on va finir sur cette question-là, parce qu'on a bien compris que le domaine des croyances, c'était vaste et sans doute on fera plusieurs séances dessus. Mais je te propose de finir sur ta pratique à toi en séance sur les croyances. Que fais-tu ou comment te débrouilles-tu pour les identifier, les faire remonter et agir dessus? Bah, les identifier, c'est très simple. Toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure permet de les identifier. Donc ça, c'est le plus amusant. C'est pas que nous, thérapeutes, on les identifie. On est formés pour ça. Et c'est là, si vous voulez, si on doit symboliser un humain, c'est un champ de croyances sur pattes. Donc il n'y a que des croyances. Donc il faut écouter celles qui s'expriment pour la problématique en question de la personne. Voilà. Euh, donc ceci dit, le
je vais raconter un truc qui nous arrive tous, enfin tous ceux qui nous écoutent et qui ont eu le Père Noël, le Père Noël et la petite souris dans leur Ouais. enfance. C'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre la stratégie naturelle de la vie pour passer d'une croyance A, enfance, la chenille, à la croyance B, adulte, mise à jour, le papillon. Je crois au Père Noël pendant 3, 4 ans, peu importe, et puis un jour dans la cour de récréation, donc je crois au Père Noël, on est bien d'accord, hein, si on se réfère à notre carte du monde, moi enfant, je devais certainement croire qu'il y avait un monsieur avec un traîneau, des rennes, un renne ça doit peser 500 kilos pièce, hein, en train de voler à 150 à 200 mètres au-dessus du toit de la maison. J'ai réalisé à l'âge de 12 ans qu'il n'y avait pas de cheminée dans l'appartement, donc je sais pas par où il rentrait, mais ça m'a jamais dérangé quand j'étais un petit. Hein, ça ne m'a jamais dérangé. C'est que vous vous souvenez, on nommait les choses. C'est ce qui me dérange, je l'enlève. Ok, Mhm. notre carte du monde, elle est très très douée. Hein. Les barrières de la carte du monde sont très très discordantes. Et donc, et puis à un moment, je ne sais pas si ça m'est arrivé comme ça, peu importe, je raconte une histoire. Il y a un petit garçon qui fait le grand là, et puis qui dit ah, tu crois encore au Père Noël, ah, le bébé, etc. Et ça commence à me rendre grognon. Je dis bah si, ça existe le Père Noël, pourquoi tu me dis ça? Et puis ça me rend de plus en plus grognon. Et comme lui, il a un grand frère qui a vendu le truc, et que, imaginons, moi je sais pas, j'ai des petits frères et des petites sœurs, et bah du coup, je vais rentrer à la maison, et dans ma tête, il va y avoir l'étape cocon, vous savez, chenille, cocon, papillon. Et dans cette étape chenille, je suis en train de commencer à douter. Et en fait, je doute. Et à un moment, je vais commencer à titiller mon papa, ma maman, peu importe, chacun a son expérience. Et puis là, je vais sentir que la réponse est gênée. Donc, je vais avoir de plus en plus de mal à retourner dans la croyance cocon. Je vais être de plus en plus là. Et je vais finir par penser, déduire la croyance B, c'est qu'en fait, et puis mes parents vont passer aux aveux, vont dire bah ouais, tu sais, c'est super parce que blabla, etc. Et boum, je vais passer ici. Et donc, c'est comme ça qu'on modifie une croyance, en doutant. D'ailleurs, je ferai remarquer que c'est utilisé tout le temps, hein, cette notion de doute. Hein. On passe d'un point de vue à un autre en commençant par douter des choses. Et Ouais, c'est nécessaire. Et douter, j'invite chacun à entendre le mot douter comme il doit l'être, c'est-à-dire son étymologie. Parce que souvent on dit je doute que je vais y arriver. On exprime une croyance en l'espèce. Douter égale échec. Non, non, pas du tout. Douter, c'est remettre en question intelligemment quelque chose pour le remettre à sa sauce. Donc, on a bien expliqué ça tout à l'heure dans la vidéo. Je passe d'un système enfance que je n'ai jamais choisi, qui s'est construit à l'insu de mon plein gré. Je commence à douter que mon fonctionnement est idéal pour arriver ici où je choisis mon propre fonctionnement. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on aide les gens à modifier leur système de croyance. d'accord. Merci Arnaud. On a bien compris qu'on était tous des croyances sur pattes et que c'est comme ça qu'on pouvait évoluer et gagner, par exemple, en confiance en soi. Exactement. Merci à À très tous. bientôt. À tout bientôt. Au revoir.